Et début septembre, moi, quand j'ai réalisé que c'était ma dernière année avec Lou à la maison, je me suis pris un vrai gros coup de bambou dans la tronche. Hein. Et il te venait d'où, ce coup de bambou ? Il me venait de je serai plus jamais maman d'un petit enfant. Cette période de vie où j'avais mon bébé à la maison, parce que même si c'est une grande tige, ça reste mon bébé, et où elle avait besoin de moi sur des trucs du quotidien et où on était en interaction quotidienne. C'est terminé, et c'est pas que c'est terminé parce qu'elle part en vacances un mois ou parce qu'elle part faire un échange universitaire d'1 an. Non, c'est terminé pour toute ma vie. Ça ne reviendra jamais. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Madame Motin, bonjour. Monsieur Florent, enchanté. Comment allez-vous ? Nous sommes dans ton jardin, Margot. Oui. Merci beaucoup de nous recevoir. Je dis nous parce que je suis avec ma fille. C'est un grand plaisir de vous avoir ici. C'était super, hein, vraiment. On a passé un super moment. On a mangé, on a bu, on a parlé. Puis vous entendrez peut-être nos filles respectives être en train d'être dans la piscine en fond. Parce que madame a une piscine. Écoute, on fait pas les choses à moitié. Voilà. Si vous suivez Margot sur Instagram, vous avez déjà vu la piscine. Elle est très régulièrement là. C'est un peu la piscine est très régulièrement là ou moi je suis très régulièrement à la piscine. Voilà, plouf. Allez, c'est parti. Un vrai podcast de vacances. Exactement. Margot, merci beaucoup de venir parler parce que, alors, déjà, il faut dire aux gens, tu étais déjà passé dans l'histoire de succès. Ouais. À l'époque, on a parlé de ta carrière. Ma trajectoire professionnelle. Ta trajectoire vers l'espace et au-delà. Waouh. Chips. Contre chips. Ouais, quand j'ai lancé Histoire de Daronne, très très vite, je me suis dit, mais ça pourrait être très cool d'avoir Margot parce que on a un peu parlé, toi et moi, de ton rapport à la maternité, etc. Et je crois voir un petit peu comment ça se goupille. Après un déjeuner à la maison, là. Avec ta fille que je rencontre pour la première fois. Ah, c'est vrai, tu l'avais jamais vue encore ? Non. Et en fait, ouais, j'avais envie un peu de te faire parler de maternité et de plein de choses. De belle maternité aussi, puisque tu es la belle maman de la fille de Paco. Exactement. Avec qui vous filez un parfait amour. Avec Paco. Paco, c'est pareil, si vous voulez. Paco, je l'ai interviewé dans Daron, lui, il y a quelques années. Et tu avais fait histoire de couple avec nous deux. Oh là là, à l'époque de Mademoiselle. Incroyable. Vous êtes le grand chelem. Après ta transition, tu pourras venir dans l'histoire de mec. Voilà. Ouais, c'est vrai, putain. Je l'ai pas vu du tout arriver, celle-là. Bon, Margot. Donc, oui, t'es la maman de Lou. Oui, aka Poupette. Poupette, qui est pareil, tu la mets pas trop en scène sur ton Insta, mais elle est là régulièrement dans tous tes posts. Ouais, je la mets moins en scène maintenant qu'elle est grande, parce qu'il y a moins ces anecdotes d'enfants qui sont très propices à la blague. C'est chiant à l'adolescence, vraiment. C'est bon, c'est plus les mêmes histoires à raconter. Oui. Moins de dos. Ouais, de ouf.
ou des doses que vraiment elle a pas envie que tu partages sur Internet. Mais c'est ça aussi, c'est quand ils vieillissent après, on est obligé de leur demander leur consentement. Exactement. Et tout. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Insupportable. Comment vous voulez qu'on fasse du buzz après, hein? Incroyable. Donc ouais, qui a 17 ans, 18 ans. Elle a 17 ans et demi, bientôt 18. Elle vient de passer le bac là. Exactement. Et puis c'est un peu une période charnière, j'imagine. C'est trop bien de t'avoir là aussi parce que. Ouais, c'est le moment. Elle s'en va. Ouais. Elle le quitte à la maison. Elle quitte le nid. Elle quitte le nid familial. Bah ouais. Elle va à Bordeaux faire ses études. Ouais. Ça va? Écoute, aujourd'hui ça va. Mais hier pas trop. Non, en vrai, on a déjà Maë qui est partie l'année dernière faire ses études, donc j'ai pu voir et d'une ce que c'était que d'avoir un enfant qui part, et de deux voir ce que c'était que d'être le parent dont l'enfant part, parce que j'ai vu Paco vivre et réagir à ça. Et début septembre, moi quand j'ai réalisé que c'était ma dernière année avec Lou à la maison, je me suis pris un vrai gros coup de bambou dans la tronche. Hein. Et il te venait d'où, ce coup de bambou? Il me venait de je serai plus jamais maman d'un petit enfant. Cette période de vie où j'avais mon bébé à la maison, parce que même si c'est une grande tige, ça reste mon bébé, et où elle avait besoin de moi sur des trucs du quotidien et où on était en interaction quotidienne. C'est terminé, et c'est pas que c'est terminé parce qu'elle part en vacances un mois ou parce qu'elle part faire un échange universitaire d'1 an. Non, c'est terminé pour toute ma vie. Ça ne reviendra jamais. Mais vraiment, ça m'est tombé dessus de façon hyper violente, parce que j'ai pas d'autres enfants derrière aussi. Et il a fallu que je transcende et que je transforme un peu ce truc-là pour pas que ça devienne une année de déprime et un chemin vers un truc relou. Tu vois, je voulais que ce départ puisse se faire tranquillement. Ok. T'as l'impression d'avoir réussi? J'ai réussi grâce à un truc mais à une pensée hyper bête. Je me suis dit, mais en fait, c'est très... le départ de ton enfant à 18 ans, c'est quelque chose de normal et c'est quelque chose de presque paysan, au sens... c'est le mot qui m'est venu à moi, mais je ne sais pas si vous allez comprendre ce que ça veut dire pour moi, paysan, mais c'est un cycle naturel, c'est faire avec la réalité des saisons de la vie, c'est terrien, c'est animal, c'est normal. Ce qui ne serait pas normal... Et ce qui serait un peu contre nature, c'est qu'elle reste trop longtemps à la maison. L'heure est venue, c'est logique. Et en fait, d'y réfléchir comme ça, moi qui suis très jardin, nature et compagnie, d'y réfléchir comme à un phénomène naturel et basique et simple, ça m'a vachement apaisée. Et je me suis dit, bon, bah ok, passe à autre chose et profite de cette année et construis un truc un peu plus paisible et joyeux sur ce départ. Ok. Et ça va ? En fait, ça c'est la théorie. La meuf est en dep depuis 3 mois. Non, ça va beaucoup mieux. Après, il y a un autre phénomène qui est que quand j'en parlais avec elle au début de l'année, en septembre, c'était un moment où elle était encore très inquiète à l'idée de quitter la maison. Et moi, en tant que maman, la voir elle inquiète, c'est ça qui me rendait aussi la chose difficile. Je me disais, mince, elle n'est pas forcément prête. Elle risque de mal le vivre. Ça va être un enfer pour elle. Je vais la voir en larmes au téléphone. Tu vois, j'anticipais un truc galère. Un peu un cercle vicieux, ouais. Quoi. C'est ça. Et en fait, j'imagine que plus t'as peur, plus elle a peur, etc. Tu vois ? Ouais. Et en fait, il s'est passé un phénomène naturel tout simple, qui est que l'année s'est écoulée et qu'elle a pris 1 an. Et 1 an de vie, quand t'as 17 ans, c'est énorme. Il y a vachement de maturité qui se met en place. Et à la fin de l'année, elle était prête. Et maintenant, elle en parle avec une légère appréhension, mais beaucoup d'élan et d'envie. Donc moi, je suis complètement libérée de ce poids-là. Tu vois, j'aurais juste à gérer mon petit manque personnel à moi à un moment. Et on va en parler. Ouais. Tu te doutes bien qu'on va en parler. Dit le mec en se touchant les doigts. Là, ouais. Ça. Tu jubiles. On en parlait tout à l'heure d'ailleurs. Elle disait beaucoup de joie. Ouais. Elle l'apprend avec beaucoup de joie. Et je trouve ça canon, quoi. Tu te rends compte, c'est génial. Hein. Bah oui. Après, on a mis en place ça toute l'année pour ça. On a été visiter les appartes. Elle a choisi l'endroit où elle vivrait. Elle a choisi des études qui l'éclatent vraiment. C'est que il n'y a aucun truc qu'elle subit. Ouais. C'est que des décisions qui lui font vraiment plaisir. Donc. Trop bien. Bon, revenons un peu en arrière, si tu veux bien, voire même beaucoup en arrière. D'où vient ton désir de maternité ? Je ne sais pas d'où il me vient. Mais je sais qu'il est arrivé très tôt parce que j'ai des souvenirs de moi à 15 ans, me projetant dans ma vie future. Et déjà, avoir des enfants, ça faisait partie de ce que je voulais. C'était pas un truc auquel je voulais me conformer, c'était vraiment une envie. Genre, je savais que je voulais être maman, c'était évident. Et je sais pas exactement d'où ça vient. Je crois... psychologiquement, après tout le travail que j'ai fait, des fois, je crois qu'il y avait cette envie de pouvoir, à travers la maternité, prendre soin
d'un enfant comme j'aurais eu besoin qu'on prenne soin de moi. Donc il y a peut-être ce truc de réparer un truc. Tu vois, réparer un truc, ouais. Mais c'est clair, j'ai toujours eu envie d'avoir des enfants. Ok. Ok. T'as la sensation d'avoir réussi à réparer un truc à travers ta maternité là maintenant Tellement. Ouais. Tellement. C'est l'aventure d'être maman, au-delà de plein d'autres trucs géniaux, c'est que je trouve que ça permet ça et c'est ouf. Après, je suis très... J'aime pas le terme de développement personnel parce que ça veut dire trop de choses cheloues aujourd'hui, mais je me développe personnellement, t'as vu. Je fais des recherches, je m'intéresse et tout. Bref, je fais un travail sur moi depuis quelques années et c'est vrai que du coup, il y a toute une part de ma maternité que j'aborde en conscience, tu vois, avec vraiment... je suis curieuse et je suis consciente de ce qui se joue et de ce qui se rejoue, de ce qui risque de se répéter, de ce que je peux soigner. C'est des trucs très, très basiques, mais par exemple, à une époque où elle avait des difficultés relationnelles avec certaines de ses copines, je m'apercevais que moi, je revivais mes blessures d'ado à travers ça et que je transférais sur elle tout le spectre de mes fantômes. Et le voir, en fait, ça a été un début de chemin de guérison. Ouais. Donc, c'est... Tu l'as aidée ? Ça, j'ai pu. Comme peut-être t'aurais aimé qu'on t'aide quand t'étais gamine. Tu vois, j'ai pu lui... C'est elle, dans quelques années, qui dira si c'était la bonne aide ou pas, mais à l'aune de la relation... Ça se dit à l'aune de la relation qu'on a, je crois que j'ai bien fait mon taf parce qu'on s'entend quand même très bien. Mais c'est vrai que j'ai pu faire pour elle ce que j'aurais eu besoin qu'on fasse pour moi. Donc, ça m'a guéri en même temps, tu vois. Incroyable, quoi. C'est génial. Waouh. Ouais. Et t'avais conscience de ça avant de faire des enfants ? Pas du tout. Ouais. Pas du tout, parce que j'ai commencé à travailler sur moi-même et à être un peu curieuse de mon développement à moi tardivement. Elle avait déjà 5-6 ans. Donc les premières années, j'ai vécu ça... je veux dire, mon désir d'enfant, ma maternité, ma grossesse et les premières années, j'ai vécu ça de façon très naïve et balancée dans l'espace, sans réflexion vraiment profonde et sans conscience vraiment des choses. Ok, mais c'est un truc vers lequel une aventure vers laquelle t'es allé de façon un peu inconsciente, quoi. C'est ça, sans vraiment te... Tu vois, je me posais pas... Après, c'était il y a longtemps. C'était 17 ans. En vrai, on parlait moins de ces choses-là à l'époque. On avait beaucoup moins de clés, on avait beaucoup moins d'outils. Et faire un enfant, c'était faire un enfant. Tu vois, c'était pas... Il y avait assez peu de trucs pour t'accompagner et pour... même ne serait-ce que le parcours de la grossesse que j'ai vécu, il a rien à voir avec ce que vivent les nanas aujourd'hui. Donc, je me posais pas énormément de questions. Je voulais cet enfant, elle est arrivée, j'étais hyper heureuse. Il y a eu toutes les difficultés inhérentes à la maternité, mais c'était un peu animal, tu vois, comme façon de vivre. Ok. Tu te souviens de ce moment où t'apprends que tu vas être maman, que t'es enceinte ? Mais j'oublierai jamais. Tu veux que je te le raconte ? Bah oui, on est là pour ça. Ça faisait 6 mois qu'on essayait avec le papa de Lou, donc mon ex-mari, d'avoir un enfant et ça marchait pas. Et j'avais été voir ma gynéco qui m'avait dit bon ok, on va stimuler un peu tout ton système, tu vas prendre un médoc, mais avant de prendre ce truc, il faut quand même que tu fasses un test de grossesse juste pour vérifier parce que c'est pas compatible avec une grossesse en cours. Et pour moi, j'avais arrêté la pilule 6 mois avant, j'avais jamais eu mes règles, donc c'était au repos, tu vois. Et je me suis levée un matin, j'ai été faire mon petit test de grossesse juste pour pouvoir prendre les médocs. Et en fait... T'étais enceinte. J'étais enceinte. Mais j'ai même pas les mots pour dire... je crois que c'est une des plus grandes joies que j'ai vécues de ma vie entière. C'était tellement ouf. Et en plus, c'était tellement un moment où j'avais lâché l'espoir d'eux. Ouais. J'étais en mode, c'est pas pour tout de suite. Que c'était... Ouais, comme dans les films. Comme dans les films. C'est la rêve, comme dans les films. Non, c'était fou. Comment s'est passée cette grossesse pour toi ? Génial. Ah ouais ? Ouais, génial. J'ai adoré être enceinte. J'ai eu un premier trimestre un peu difficile. J'ai été malade. Il n'y a pas eu que des trucs cool. Il y a eu des moments compliqués. Mais globalement, j'étais tellement... c'était tellement l'aventure de ma vie. J'ai pas eu de gros soucis. J'ai pas eu de grosses prises de poids parce que je faisais du diabète gestationnel. Donc, j'avais plus le droit de manger de sucre. Donc ça a été assez simple en fait. Elle est arrivée à terme, l'accouchement s'est passé... bien sûr, les contractions c'était horrible, mais en fait j'ai oublié. C'est vrai ? Ouais. Ma grand-mère elle disait c'est le mal joli, le mal qu'on oublie. Et c'est assez vrai.
demain je re-signe, tu vois. En fait, non, mais ça m'a pas traumatisée. J'ai eu un accouchement très rapide, très facile. Non, c'était cool. Tu te souviens de ce moment où tu fais la connaissance de ta fille ? Tu savais déjà que ça allait être une fille ? Ouais, ou pas ? je savais que ça allait être une fille. Je me souviens. Elle est horrible cette anecdote, putain, mais en même temps, je me souviens parce que je l'ai prise dans mes bras et elle ressemblait à son père. Et dans ma tête, j'étais sûre que comme c'était une fille, elle allait me ressembler à moi. Et donc j'étais là, genre, what the fuck ? Il y a eu un souci, elle ressemble à son daron. Alors qu'en fait, non, c'était très normal. Et ça a été vraiment ma première pensée. C'est toujours une bonne nouvelle pour le père, ouais. Du côté du père. C'est vrai ? Ouais, j'imagine quand même, tu récupères une partie du projet, quoi. Ouais. Mais là, c'est vrai que je l'ai vue et j'ai fait, elle était sur mon ventre, je l'ai soulevée, je l'ai regardée, je fais, c'est son père. Et ça a été vraiment la première réflexion. Et puis après, la prise de connaissance, elle s'est pas faite tout de suite. Hein. Ça a pris quelques jours quand même. C'est-à-dire ? J'avais entendu des mères dire, à partir du moment où je l'ai eu sur moi, c'était complètement fou et tout. Non, moi j'étais larguée, je comprenais rien à ce qui se passait. Il fallait réussir à nourrir cet enfant, lui donner son bain, plein de trucs. Chaque heure, c'était une nouvelle heure dans un truc inconnu pour lequel j'avais aucune référence et pour lequel j'étais pas accompagnée. Donc le pourcentage de découverte, il est vachement fort et il a fallu que j'absorbe un peu tous ces mini-chocs pour qu'à un moment donné, je me pose et je puisse dire ok, c'est ma fille, quoi. Ça prend. Même si tu le sais, c'est évident et l'amour, il est là tout de suite. Ça prend un peu de temps. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a toutes sortes d'expériences par rapport à ça. C'est vraiment. Il y a des femmes pour qui c'est un truc fusionnel, machin. Ouais. D'autres pour qui, effectivement, c'est que des claques dans la gueule, en fait, à chaque ouais, fois. Donc, vois, à chaque fois, t'es un peu sonné, tu te dis, ok, qu'est-ce qui se passe ? Exactement. C'est un peu spécial. Tu te retrouves dans cette chambre de maternité avec ton bébé à côté, une nana que tu connais pas, son bébé que tu connais pas. Et vous êtes toutes les deux confrontées à pourquoi ça pleure la nuit, quand est-ce qu'on dort, qu'est-ce que machin, comment ça se nourrit. Je dis ça, comment on les nourrit. Et c'est un peu surprenant, tu vois. Ça a été un peu dur les premiers jours pour toi, dans ce sens-là ? En fait, les premiers jours ont été hyper faciles, très surprenants, très choquants, me laissant pas toujours l'espace d'être seule avec ma fille et de vraiment faire connaissance avec elle. Mais il y a un truc instinctif qui s'est réveillé très vite sur comment je m'en occupe et qu'est-ce qui est bon pour nous. Tu vois, par exemple, dans les maternités, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais on t'interdit de dormir avec ton bébé dans le lit parce que tu risques de te retourner et de l'écraser. Mais c'est vrai que moi, la deuxième nuit, quand j'ai vu qu'elle pleurait la nuit, on pouvait pas sortir dans les couloirs promener le bébé parce qu'on réveillait les autres mamans. Et en fait, j'ai barricadé mon lit avec les sièges visiteurs et je lui ai fait une place à côté de moi et on a dormi, mais comme des reines toutes les deux, très vite. Et instinctivement, je voyais bien qu'on avait besoin de ce contact physique, tu vois. Donc, c'était assez facile. C'est plus tard, après, avec le baby blues, que ça c'est un peu compliqué. T'as eu un postpartum difficile, c'est ça ? Rien à côté de ce que vivent certaines nanas, mais on n'en parlait pas en plus à l'époque, j'ai l'impression. On n'en parlait pas du tout. Vraiment, c'est pas un truc. Moi, j'étais seule. J'avais pas de famille à côté de moi, pas de figure féminine à côté de moi pour m'aider, pas d'amis. Ma meilleure amie, elle vivait à l'île Maurice, elle n'était pas là. Mon mec, il bossait. J'étais vraiment toute seule toute la journée avec ce bébé et cette nouvelle vie et cette chute d'hormones. Je savais pas ce qui m'arrivait et c'est vrai qu'au bout de 5-6 jours où vraiment je voyais que je pleurais tous les jours, j'étais un peu désespérée et dépassée, j'ai appelé la maternité pour leur dire et elles m'ont dit mais venez, on a une cellule d'écoute, il y a une sage-femme qui va vous recevoir et discuter avec vous et ça m'a vachement permis de remonter la pente. Mais ta maman, elle était pas dans le coin ? Non, elle était pas dans le coin. Elle vivait en Normandie, elle. Elle n'était pas montée me voir, je sais plus pour quelle raison, mais après, je pense que c'est des raisons inhérentes à... Moi, je pense que j'avais voulu vivre ça... J'avais fait la... Ouais, j'avais voulu vivre ça seule, tranquille. Tu l'avais mise un peu de côté, c'est ça ? Un petit peu, ouais. C'était important pour toi ? C'était pas conscient, mais je pense que je voulais surtout pas avoir son regard sur comment j'allais faire. Et c'était pas conscient, vraiment. Mais je me rends compte qu'effectivement, j'ai pas fait en sorte qu'elle vienne m'aider. Alors qu'aujourd'hui, je me dis, la naissance d'un enfant pour une maman, a fortiori une primipare, être entourée de femmes, que si c'est pas ta mère, que ce soit quelqu'un d'autre, mais être entourée de femmes qui vont pouvoir t'aider, c'est quand même vachement important, je trouve. Je revivrais ça d'une façon différente aujourd'hui, tu vois. Tu t'ouvrirais peut-être un peu plus. Ouais, mais c'est vrai que j'étais assez fermée parce que même ma meilleure amie, elle est venue me voir, elle a fait le voyage depuis l'île Maurice et je l'ai reçue, mais très très mal, quoi. Oui, pourtant, elle a fait un gros voyage. Elle a fait un voyage, tu vois, et
j'ai pas libéré du temps pour ça. J'étais pas disponible émotionnellement. C'était un peu compliqué. Ok. Comment ça se passe les premiers mois? T'as des souvenirs particuliers? C'est marrant parce que je me souviens surtout des angoisses, moi. Ouais. Je me souviens des angoisses de... est-ce qu'elle est morte, quoi? Est-ce qu'elle est morte cette nuit? Tous les matins, tu te levais, c'était ça? Pas tous les matins, mais j'avais vraiment des moments où si je l'entendais pas, en même temps, quand je l'entendais, ça m'empêchait de dormir, et en même temps, quand je l'entendais pas, je dormais pas parce que j'avais peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. L'alimentation aussi, c'était... On en parlait tout à l'heure à table avec ta fille, et c'est vrai que aujourd'hui, on sait qu'il y a des types de pleurs chez le bébé qui veulent dire quelque chose de simple. J'ai faim, j'ai la couche pleine, j'ai mal au ventre et tout. Moi, à l'époque, rien. Donc, tu sais jamais quelle solution il faut apporter à quel problème. Et c'était hyper confusionnant. Je sais pas si ce mot existe. C'était hyper perturbant, je trouvais. Donc, j'ai été assez inquiète la première année. Et après, mieux, ça allait mieux? Écoute, après, en fait, elle a été après avec une nounou. Elle allait chez une assistante maternelle, très à l'ancienne, la nourrice à l'ancienne, qui avait que des solutions vraiment de l'ancien temps, mais que je trouvais géniales et qui m'a vachement rassurée sur plein de trucs. Donc là, j'ai eu une figure féminine qui a transmis et qui m'a donné des outils, et ça s'est apaisé de plus en plus. Puis après, il y a les premiers mots et les interactions, elles deviennent plus claires. Tu connais ton enfant et vous avez vos codes entre vous, donc tu sais ce qui va ou ce qui va pas. C'est juste les premiers temps, c'est très déstabilisant. Moi, j'ai souvenir de toi quand tu as commencé à te faire connaître et tout sur Internet, sur les blogs, etc. Tu mettais en scène pas mal ta relation avec ta fille, en fait. Et toujours, il y avait un peu ce truc de « Ok, Margot, c'est une maman funky, quoi ». Non? Si, mais d'ailleurs, je pense que c'est juste, c'est ma personnalité, tu sais, un peu fofolle et un peu ado attardé, que j'ai encore aujourd'hui, hein, des fois. Encore aujourd'hui, ma fille et moi, on a le même âge, hein, des fois. C'est spécial. Hein. Mais oui, il y a ce côté... C'est marrant ce que tu dis, parce que des fois, je suis en train de me faire défoncer par les moustiques. Des fois, j'aspire à être une maman comme t'as dans certains films ou certaines séries, une espèce d'archétype de la mère. T'aspires à faire ça? Des fois, c'est bizarre, hein, très enveloppante, très structurante, un peu... tu sais, qui se maquille, qui s'habille bien et qui représente une certaine image d'une féminité un peu maîtrisée et tout. Je tiens à peu près 45 minutes et après ça vole en éclats. Donc je suis obligée d'accepter que c'est pas fait pour moi et que je suis plutôt du côté des mamans. Pourquoi t'as envie d'aller vers là? Je crois que parfois, alors il y a sûrement des couches encore en dessous de ce que je vais te dire là, mais je pense que parfois il y a une espèce de honte. Je m'auto-juge et je me dis mais c'est pas ça une mère. Est-ce que en étant un peu fofolle comme ça et toujours à déconner avec ta fille, est-ce que tu lui apportes la structure qu'il faut? Est-ce que tu lui donnes les bons outils? Et après, il y a Paco qui arrive et qui me dit mais t'es sérieuse? Et qui me fait la liste de tous les trucs. Et je fais non, ça va en fait. Fait, ça va. C'est quoi le manque de structure? Parce que ta fille, elle a l'air d'être parfaitement équilibrée là. Grave. Je pense qu'en fait, ça fait écho à moi. Et ma perception des manques de structure que j'ai eu moi, ce qui m'a manqué à moi. Et il y a l'écho d'une adolescente en moi qui vibre. Et des fois, je me dis, est-ce que j'apporte à ma fille ce que j'ai eu besoin qu'on m'apporte ou pas? Et tu vois, c'est un truc un peu inconscient comme ça qui fait que pendant un moment, je m'arrête et je me dis, attends, t'es en train de bien faire ton taf ou tu déconnes? Est-ce que tu... Et puis aussi, il y a ce truc... j'ai vu beaucoup de mamans autour de moi croire que la mère funky, c'est la mère qui donne pas de limites, qui donne pas de cadre. Et ça m'effraie un peu des fois. Parce que je vois des jeunes filles qui n'ont pas eu la structure qu'il fallait, moi la première, et qui partent dans des chemins qui sont pas bons pour elles. Donc il y a cette inquiétude. Comment t'arrives ou comment t'arrives d'ailleurs encore aujourd'hui à concilier les deux? La mère qui arrive à être pote et j'imagine qui arrive aussi à mettre des limites quand il faut, quoi. Je sais pas, je crois que tu te demandes à qui je souris dans le reflet de la vitre. Je me souris à moi-même. Je me trouve belle gosse. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Comment j'arrive à concilier les deux? Je pense que ça s'est fait assez naturellement avec l'expérience. De toute façon, je pense que j'avais un truc à guérir qui était être vraiment une bonne mère et une figure encadrante pour ma fille. J'ai eu ça à cœur très tôt, donc je fais naturellement gaffe dès que je sens qu'elle va être en danger ou qu'elle va faire un mauvais choix. Ou je suis très présente pour ces trucs-là. Mais après, j'ai un naturel
comique qui revient. Et voilà, l'équilibre, il se fait assez naturellement. Il y a un temps pour déconner et un temps pour être Oui, sérieux. c'est ça, les deux sont très compatibles. Ah en ouais. vrai. Des fois, je suis obligée de lui dire, là, c'est le temps pour déconner, il est fini. Maman va être sérieuse. Mais non, tu peux pas faire ça, on rigolait tellement ensemble. Oui, mais là, non. Parce que c'est marrant, parce que tu disais tout à l'heure, le premier truc que tu as dit, c'est parfois j'aimerais bien être une maman un peu enveloppante. Alors qu'en fait, je te perçois au contraire comme une maman très enveloppante, voire même un peu maman ours, quoi. De tu ouf. vois. Mais en fait, je pense que c'est un mauvais câblage que j'ai dans ma tête. Et ce sont des moments où je sors de moi en tant que mère m'occupant de ma fille et je deviens moi en tant qu'enfant qui a des besoins non comblés. Tu vois, il y a un petit switch qui s'opère et je m'en rends pas forcément compte. Et je crois que je me questionne sur moi en tant que mère et en fait, je me questionne sur moi en tant qu'enfant. Et Ok. c'est spécial, hein. Non, tu vois c'est ce que... pour moi, la parentalité, ça n'est que ça. C'est-à-dire Ouais. juste d'aller en permanence interroger l'enfant que t'étais, quoi. Ouais, c'est ça, c'est fou. Et d'en Hein. parler. Effectivement, comme tu dis, quand tu parles à ta fille, en fait, t'es aussi en train de te parler à toi-même. Ouais. Non, je trouve ça... Tu revisites des choses. Et des fois, la frontière, elle est un peu floue entre je suis en train de revisiter un truc ou je suis en train de vivre vraiment quelque chose au présent. C'est pas toujours facile de faire la différence. T'en as conscience Ouais. de ça quand t'es en train de le faire. Ouais. Ah, ok. Ouais. Ça se concrétise comment? Mais ça, c'est la répétition de ce truc. C'est-à-dire que ça fait tellement longtemps que je me questionne et que j'essaye d'être un peu consciente de mes façons de fonctionner, mes limites, mes blessures, même en dehors de la maternité. C'est un truc qu'on a beaucoup fait dans notre couple, Paco et moi, de voir qu'est-ce qui est propre au moment et qu'est-ce qui en fait est les bagages de nos blessures personnelles qu'on ramène dans le problème là. C'est le moment de parler de ta BD, le printemps suivant. Non mais en vrai, c'est le moment de faire un peu de promo, wesh. Merci. C'est génial. Merci. Donc t'as sorti les 2 tomes du les printemps 2 tomes suivant. du printemps suivant, où tu parles justement de comment on pourrait appeler ça? Ouais, comment tu vas dire ça? Comment t'as réussi à dompter l'idée du couple avec Paco, parce que je perçois qu'en fait au départ c'était vraiment un truc qui était pour toi impossible et que au fil de l'eau c'est un truc avec lequel t'as fini par faire la paix, quoi. Ouais. Un concept avec lequel t'as fini par faire la paix. Ça a été très long et très compliqué. Oui, ça se sent. Ça se sent. Mais tu vois, c'est tout ce travail, c'est un travail d'avancer en conscience, justement, qui est s'interroger sur soi, prendre sa responsabilité, voir ce qu'on amène de ces traumas dans le couple et qui, en fait, crée plus de dégâts qu'autre chose. Faire cette part des choses, au début, c'est très difficile, quasiment impossible. Et puis, en fait, avec la répétition, ça devient comme une hygiène au quotidien. Et ça devient facile de repérer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de... Tu le fais toujours, hein, mais aujourd'hui, on est capable de dire, attends, tu vois, il y a 2 jours, j'avais l'impression qu'il me faisait la tronche et je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, là, je suis en train de dealer avec un truc. J'ai mal interprété un truc qui s'est passé parce que je suis en train de ramener dedans une blessure qui ne te concerne pas, en fait. Donc, je vais rester dans mon coin un moment. Je vais nettoyer ce truc-là et on verra après. Chose qu'avant, on était incapable de faire. Oui, il te serait rentré dedans. Tu vois, et on se serait engueulé, j'aurais pas compris. Quoi. Et c'est vrai que c'est pareil dans la parentalité, c'est cette espèce de façon d'avancer en conscience et en se posant des questions. Trop intéressant. Je me demandais, comment s'est passée l'adolescence pour toi? La mienne? Non, l'adolescence de ta fille, mais peut-être la tienne également. T'as vu? À travers. L'adolescente en moi, elle a fait, c'est bon, je peux m'exprimer. C'est à moi! L'adolescence de ma fille, elle s'est hyper bien passée. Et l'adolescence de nos 2 filles s'est hyper bien passée. Mais ça s'est hyper bien passé parce qu'on a eu une clé hyper claire et hyper simple. C'est-à-dire que à un moment, il y a eu une époque où Paco était à un dîner avec des potes et il y avait une ado à ce dîner. Et la mère parlait hyper mal de son ado devant les autres adultes. Enfin, hyper mal, entendons-nous bien, mais elle était là genre « Oh là, celle-là, toujours en retard, toujours machin ». Et il a eu ce choc de « Mais on dénigre tellement vite les ados sous couvert de... Ils font leur crise d'ado ». Et ça a vraiment réorienté toute notre façon de gérer parce qu'on s'est dit il n'y a pas de crise d'ado. Il y a quelque chose qui se passe et des parents qui ne sont pas capables de mettre en place ce qu'il faut pour qu'il y ait un respect mutuel. Et à partir de là, en fait, on n'a pas eu de crise d'ado avec les filles. Il y a un climat de respect et de confiance mutuelle et d'écoute. C'est-à-dire que si elles ont un truc à nous dire, on les écoute. Il y a une règle de base qui est on se parle pas mal. Et à partir de là, on discute. Écoute, on est vraiment passé à travers.
Bien joué. Ouais, franchement, pas de. Il y a eu quelques petites galères, mais rien qui ne se soit absorbé facilement. Et il n'y a pas eu de révolte, il n'y a pas eu de rébellion, tu vois. Comment ça s'est passé ? Je vais revenir un peu en arrière, mais comment ça s'est passé la séparation avec le Avec le papa de Lou ? Pour Lou en particulier. T'as des purée. souvenirs de ça ? Pour Lou, ça s'est fait assez. Elle avait 4-5 ans. Hein. Donc, en fait, elle n'a pas tellement réalisé. Nous, on s'en était fait tout un monde. Et après qu'on lui a annoncé, elle a dit c'est bon, je peux retourner jouer au petit poney. Et c'était plié. Le truc était réglé. Donc, sur le moment, pas très compliqué. En plus, son père, il travaillait beaucoup. Il était peu là. Donc, elle avait l'habitude d'être seule avec moi tout le temps. Et on a juste maintenu ce truc-là. Tu vois, ça n'a pas changé énormément de choses. Après, c'est elle qui devrait répondre à cette question pour voir les suites que ça a eu, mais ça a pas été un drame du tout, tu vois, on s'est retrouvés toutes les deux, elle a adoré cette période-là, donc... Et toi, ça te permettait de pouvoir faire la maman ours, quoi ? Ouais, de ouf. Moi, j'ai pu être vraiment, franchement, la maman poule que j'étais. C'est vrai ? Ouais. Mais j'ai de très bons souvenirs de cette période. Quand le couple dysfonctionnel s'arrête, tu vois, quand il y a plus d'amour, que c'était une galère, que ça s'arrête, et que tu récupères ton enfant avec toi, et que là, vous pouvez réécrire pendant un moment une histoire selon vos règles, c'est un peu hors du temps et hors de tout, hein, parce qu'après, tu repars dans une structure de vie de famille, donc tu remets en place autre chose. Mais ce moment de duo qu'on a eu quelques années, là, toutes les deux, c'était magique. C'était vraiment, c'était fou. T'as la sensation que c'est l'une des raisons pour lesquelles ça a été compliqué de te remettre en couple ? Non. C'était pas lié à la vie. C'était perso vraiment, c'était perso. C'était moi en tant que femme ne supportant pas une autre personne dans ta vie. Une personne masculine qui a un avis. Tu vois, il y avait vraiment de ça. Genre dès qu'il me disait un truc, en fait, j'interprétais tout mal. T'as vraiment choisi le bon gars. T'as vu ? Parce que Paco, il a des trucs à dire. Il est discret, il dit rien. Non, mais c'est vrai que c'était paradoxal parce que j'ai choisi un mec extrêmement présent, déterminé. Présent, le gars est présent. Assertif. Complet. Il dit des trucs. Il est là, moi je. Et en même temps, je voulais tout le temps pas qu'il me dise des choses. Tu vois ? Et je pense que je voulais régler mon conflit avec l'autorité à travers ma relation avec lui, et j'ai vraiment fait ça les premières années. Dès qu'il me disait un truc qui était pourtant pour m'aider, parce qu'il m'aime, etc., je prenais tout comme un conseil déplacé, une marque d'autorité. T'es pas mon père, tu vois, donc il y avait. Tu lui disais ça ou? Je l'ai pensé très fort tellement de fois. Et il est possible que je lui ai dit une fois ou deux. Tu vois, j'avais un petit conflit à régler. Comment s'est mis en place justement votre famille recomposée là? T'as souvenir de ça petit à petit, parce que j'imagine que vous-même vous étiez en train de vous phaser. Ouais, ça n'a pas toujours été facile, ni pour nous ni pour les filles. Pour le coup, tu parles pas trop des filles dans le printemps suivant, c'est plutôt axé autour de votre relation. Ouais, j'ai voulu vraiment me concentrer là-dessus. Ouais. Ça n'a pas toujours été facile. Parce que l'un comme l'autre, on avait eu un moment où on avait été seul avec son enfant et où on avait inventé nos propres règles. Et quand ces deux cellules doivent vivre sous le même toit et mettre en commun les règles, c'est pas toujours facile. Sachant que Paco et moi, on est vraiment détraumatisés de la vie de famille. Donc, tu vois, on est deux êtres blessés, hein, vraiment. Donc, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, on avait tellement de choses à guérir que c'était un peu chaotique. Ça, c'est la partie pour noircir un peu le tableau, tu vois. Mais en réalité, on s'est installé là dans cette maison. On a posé des nouvelles règles de vie. On a calibré, c'est-à-dire que voilà, on a trouvé des compromis. On s'est vraiment concentré sur les terrains d'entente, en fait. Ça a été, y a plein de trucs qui déconnent et sur lesquels on n'est pas d'accord. Et si on veut que ça marche, il faut qu'on se concentre sur les terrains d'entente pour élargir ce terrain le plus possible. Mais c'était difficile. C'est difficile de recomposer une vie de famille. Comment vous avez fait ? Vous êtes parlé ? Beaucoup parlé. On parlait avec les filles, on a beaucoup parlé avec les filles, elles n'en pouvaient plus élever les yeux au ciel à la fin. On est des parleurs tous les deux, donc des heures de discussion. Puis elles étaient petites, hein. Elles étaient en début d'ado, c'est ça ? Non, elles étaient plus petites que ça. Attends, quand on s'est installé ici, elles devaient avoir 8-9 ans quand on s'est installé ici ensemble. Après, elles s'entendaient très bien à l'époque, elles étaient plutôt copines et tout, donc ça c'était assez facile. Moi je suis très présente, donc que ce soit pour ma belle-fille ou pour ma fille, je jouais avec elles beaucoup. Je leur donnais des cours d'orthographe, des machins, je jouais à la maîtresse, bref. Donc ça allait, c'était plus les ajustements qu'on avait à faire ensemble, Paco et moi, qui rayonnaient un peu après sur la vie de famille. Mais je te dis, beaucoup de discussions. Je te donne un exemple, pour les temps d'écran, on avait vraiment fait un accord familial
Les filles avaient eu le droit de dire vraiment ce qu'elles voulaient, comment elles voyaient les choses. On veut regarder la télé 12 heures par jour. Normal. Et nous, on arrivait avec nos trucs qui étaient, voilà, nous, ce qu'on voudrait, parce que c'est ce qui nous semble. C'est exactement ça. Et on était arrivé à un compromis où l'idée, c'était que tout le monde soit satisfait. Il fallait que les 4 soient contents de ce qu'on avait trouvé. On l'avait écrit sur un papier, on avait signé tous les 4. C'est resté sur le frigo pendant 3 ans avant d'être réinterrogé. Mais on avançait comme ça, en fait, en se disant, bon, ok, qu'est-ce que tout le monde veut et comment on essaye de... Attention, ça n'a pas été idyllique, hein, parce que des fois, je raconte le truc, on dirait que c'était génial et tout. Il y a eu des vrais moments de gueulante. Hein, mais... J'allais te dire, justement, comment la maman ours, là, elle qui a déjà du mal à accepter ce mec dans sa vie, va aussi accepter un père de remplacement, entre guillemets, pour sa fille, quoi. Je lui ai mis des bâtons dans les roues. Ah ouais? Ouais, je lui ai mis des bâtons dans les roues. J'avais une demande qui était très ambivalente. C'était soit un père pour ma fille, parce que son père n'est pas présent, et que moi, j'ai pas vraiment eu d'image paternelle forte non plus. Donc, soit un père pour ma fille. Et en même temps, dès qu'il voulait... Comment ? Et pour moi en passant. Ouais, c'est ça. Et en même temps, dès qu'il arrivait avec une proposition d'un truc qui était censé, je refusais de jouer le jeu, tu vois. Donc, je l'ai baladé comme ça. Ça a été hyper dur pour lui les premières années, parce que vraiment, j'étais en refus de ce qu'il apportait, alors que il avait raison. Et moi, j'ai dû assouplir ça petit à petit. Comment t'as fait ? Très connement. Hein. J'ai eu peur de le perdre au début, donc j'ai commencé à accepter les trucs qu'il me disait juste parce que j'avais peur de le perdre. Ce qui n'est pas une bonne façon de faire. Ce qui n'est pas la bonne façon de faire. Mais ce qui m'a permis de valider le résultat, parce que quand je l'ai eu laissé faire 2-3 fois et que j'ai vu le résultat, là, j'ai pu me dire, attends, le gars a quand même hyper raison et ta fille va bien et il apporte des solutions et même il anticipe des difficultés qu'elle pourrait avoir que toi, tu ne vois pas. Donc, fais-lui un peu plus de place. Et petit à petit, ça s'est fait comme ça. Après, il avait des trucs à régler de son côté aussi. Hein. Oui. C'est un caractère très fort. Allez écoutez Histoire de Daron. Il en parle très ouvertement en disant que il était colérique. Très colérique. Oui. Donc en colère sur plein de choses, quoi. Ouais. Donc c'est pas forme de violence intérieure. Tu vois. Paco, ouais, bien sûr. Et donc ce qu'il voulait mettre en place était hyper juste, mais la façon dont il le faisait, moi, me mettait dans mes retranchements et je pouvais pas accepter. Donc il a fallu que moi je guérisse et que je grandisse, que lui il guérisse et il grandisse et qu'on avance comme ça. Et ça s'est fait ensemble, t'as la sensation, à la fois sur l'aspect de la maternité et sur l'aspect du couple aussi ? Toujours. Ensemble. Toujours ensemble. On a la chance d'être liés par un vrai amour et une vraie envie de vivre toute notre vie ensemble et d'être le plus heureux possible. Donc moi je conçois pas ma vie avec quelqu'un d'autre que lui et je sais que c'est pareil que pour lui. Donc il n'y a pas de place au doute, il y a un engagement très ferme l'un envers l'autre et du coup même quand c'est très compliqué, on avance quand même ensemble. Et même quand vous étiez ultra dans le dur au tout début, là, quand tu parles du printemps suivant, quoi, cette période qui a l'air d'avoir été... C'est pas la plus dure, hein, parce qu'avant qu'on s'installe ensemble, ça a été encore plus hardcore. Tu nous as menti, tu nous as caché. On s'est séparés beaucoup de fois, on a essayé de vivre l'un sans l'autre, on n'a pas réussi. Et ouais, ça s'est fait ensemble parce que même si y avait des moments où on se parlait plus pendant 2-3 jours et on a eu des vrais moments de guerre froide, mais il y avait toujours ce moment où on profitait de cet espace l'un et l'autre pour avancer un peu. Juste ce qu'il faut pour pouvoir se retendre la main et se dire ok, bon bah là on a déconné, toi t'as fait ça, moi j'ai fait ça, la prochaine fois qu'est-ce qu'on peut faire, et tu vois, avancer petit à petit, quoi. Ça a pris des années. Hein. Incroyable. Ouais. Et toi, ton rôle de belle maman, c'est qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à ton rôle de maman ? Mon rôle de belle maman, qu'est-ce que ça m'a apporté ça m'a vachement permis de voir à quel point dans mon rôle de mère, j'avais tendance à surprotéger ma fille et à être injuste avec le reste de la cellule familiale. Parce que j'accordais pas toujours à ma belle-fille les privilèges que j'accordais à ma fille. Et je le faisais pas consciemment, hein, mais j'avais moins de patience parfois avec ma belle-fille qu'avec ma fille, où j'épinglais plus les bêtises qu'elle pouvait faire, tu vois. J'étais trop surprotectrice avec la mienne, parce que je culpabilisais en fait beaucoup de pas avoir pu lui offrir une cellule familiale stable, et j'ai beaucoup culpabilisé d'avoir quitté son père. Ah oui. Ouais, et j'ai beaucoup culpabilisé de pas lui avoir fourni cet idéal familial de un papa et une maman qui vivent toute leur vie ensemble et qui savent élever leurs enfants dans la joie, l'amour, le respect, tu vois, une espèce de ce que tu aurais aimé avoir pour toi, ce que j'aurais adoré avoir pour moi,
ce manque-là, cette blessure-là, je crois que je l'aurais toute ma vie atténuée, mais je l'aurais toute ma vie. Et j'aurais voulu ça pour elle et j'ai pas réussi. Donc il y avait une espèce de culpabilité qui faisait que j'avais beaucoup de mal à je lui passais plein de trucs. Voilà. Que je passais pas à ma belle-fille avec qui j'avais pas de problème de culpabilité. Et donc c'est vrai que des fois ça m'a permis de voir qu'il y avait 2 poids 2 mesures et qu'il fallait que j'équilibre les choses. Ça m'a appris en dehors de mon rôle de mère, Maë, elle m'a appris beaucoup de choses parce qu'elle est très différente de moi. C'est pas ma fille et je ne suis pas son modèle. Et il n'y a pas ce lien qu'il peut y avoir entre une mère et une fille où inconsciemment en tant que fille tu vas chercher à reproduire un peu ce que ta mère t'a donné. Moi je lui donne des trucs mais très clairement je passe très loin derrière ce que sa maman va lui donner, que ce soit bien ou pas bien. Et c'est pas évident d'accepter ça et de créer cette relation avec quelqu'un que tu élèves comme si c'était ton enfant, en sachant pertinemment que le poids de ce que tu fais dans la balance pèse moins lourd que le poids de ce que fait sa propre maman. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... Et tu avais la sensation que, de ce fait-là, tes apports n'étaient pas perçus par elle à leur juste valeur, mais c'est ça ? C'est sûr et certain. Okay. Mais tout comme je sais que Louloute ne perçoit pas toujours à leur juste valeur les apports que Paco a pour elle, qui sont pourtant 1000 fois plus bénéfiques que ceux que son propre père a pour elle. Mais ce dont elles ont besoin, c'est de l'amour de leurs vrais parents initialement. Et si elles sont blessées par un des 2 parents, ce que le beau-parent va faire en compensation ne surmontera pas et ne remplacera pas, tu vois. Donc, c'est très touchy et très particulier comme rôle. Tu peux l'aimer démesurément et t'en occuper comme si c'était ton enfant. Peut-être adulte, elles auront ce recul, mais tout le temps de l'enfance, c'est les vrais parents qui comptent, quoi. Et aujourd'hui, tu as la sensation que ça s'équilibre un peu plus, qu'elles commencent à devenir un peu plus adultes, les 2 ? Je sais pas encore. Non, c'est encore tôt. Elles sont encore, elles deviennent plus adultes. Mais moi-même, tu vois, j'ai pris conscience de tous ces trucs-là. J'avais 30 balais, donc tu vois. Moi, il m'a fallu avoir 30 ans pour en fait être dans des problématiques de vie où d'un seul coup tu te dis merde, il m'a peut-être manqué quelque chose, où il y a un truc qui a déconné. Donc je sais pas. Mais en tout cas, en tant que le rôle de belle-mère, effectivement, m'a appris des trucs, m'a appris plein de choses hyper importantes. Et puis à aimer un enfant qui est différent de toi et qui a des fonctionnements qui sont issus d'un transgénérationnel qui te concerne pas du tout. Bien sûr. Donc ok, trop marrant. Il y a un truc dont on n'a jamais parlé, je crois, ensemble, c'est à quel point vous vous êtes posé ou pas la question avec Paco de faire un enfant ensemble. Ah purée, moi je lui ai posé la question. Je l'ai saoulé avec ça à un moment. Moi j'avais très envie, très 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 envie. Et je suis très contente que ça n'ait pas eu lieu. Parce qu'en fait, j'avais envie pour les mauvaises raisons. J'avais envie et je voyais pas qu'on n'avait pas le terrain propice pour ça. D'abord parce que Paco, lui, ne voulait pas d'autres enfants. Et que c'est chaud de forcer un partenaire à avoir un enfant alors qu'il en veut pas, sachant qu'on en a déjà 2. C'est pas comme si j'avais jamais été maman. Et moi, j'avais cette espèce de... c'était un peu irrationnel. Tu vois, je voyais des femmes enceintes, je voulais être enceinte. Ça m'est arrivé d'avoir presque envie de pleurer parce que je voyais des copines enceintes, tu vois. Mais c'était plutôt par rapport à ces femmes enceintes qui étaient en face de toi plutôt que pour toi, c'est ça ? C'était plus j'avais envie d'être mère, mais c'était pas tant un projet conscient de faire un enfant avec Paco. Et du coup, j'avais pas les arguments qu'il fallait pour lui faire changer d'avis, parce que tout ce que j'avais, c'était je veux faire un enfant. Alors que aujourd'hui, je m'en rends compte, si j'avais été plus mûre et plus consciente, j'aurais pu avoir envie d'un enfant pour les vraies bonnes raisons et j'aurais pu lui dire écoute Doudou, voilà le projet. J'avais pas de projet, tu vois. Et c'est vrai que on n'a pas fait. Et puis après, on avait du boulot à faire dans notre cellule familiale déjà avec celle qu'on avait. Et je suis tellement contente en fait. C'est vrai. Mais tellement contente. D'abord parce que j'adore la cellule qu'on a tous les 4. Et ensuite parce que là, dans 3 mois, c'est fini. Tu vois ou pas ? J'allais t'en parler. Et je vais avoir une nouvelle étape de vie où je suis jeune et j'ai plus de petits enfants à la maison. Et on va pouvoir vivre notre vie comme un jeune couple, quoi. Chose que t'as pas quand t'es famille recomposée, parce que t'as des enfants d'entrée de jeu. Et je suis trop contente qu'on n'ait pas un petit dernier qu'il faille encore porter à l'école, se refaire tout le collège, tout le lycée, tout le machin, tu vois. Donc, trop bien, hein. Ouais.
finalement, c'est vachement bien. Finalement, t'appréhendes un peu, là, tout à l'heure, on parlait avec ta fille de son départ, etc. Et je te voyais détourner la tête en disant on sentait que c'était pas forcément très simple pour toi. Non, je détournais pas. C'est marrant, c'est passé pour ça, mais je détournais pas la tête pour ça. Je détournais la tête. Elle a dit un truc et je savais qu'il y avait une sous-couche dans ce qu'elle disait et je me retenais de rire pour pas ramener cette sous-couche sur la table. Ok. Mais non, là, ça y est, on est sur les starting blocks. Elle a l'école, elle a l'appart, tout est préparé. On est même un peu excités à l'idée d'aller l'installer, décorer. Tout à l'heure, on gloussait dans la cuisine toutes les deux parce que elle est maniaque comme moi. Et je lui disais, tu sais de quoi j'ai trop hâte d'aller t'acheter tout ton matériel pour faire le ménage dans ton appartement. Et attends, le pire, c'est que ça l'excitait. Elle m'a dit, mais oui, ça va être trop bien, on va choisir les éponges et tout. Donc, tu vois, on est plutôt là-dedans, là, actuellement. T'as peur qu'elle quitte votre vie, là, comme ça? J'avais très peur. Avec Paco disait tout à l'heure, c'était mi une vanne, mi pas une vanne, qui était c'est soit vous partez à Bordeaux, soit c'est nulle part, soit c'est vraiment juste à côté de chez vous, quoi. L'idée qu'elle puisse partir vivre à Paris, par exemple, un peu plus loin de chez vous, c'était plus compliqué pour vous? C'était hors de question. À ce point. Ouais, mais je t'explique pourquoi. Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que Paris, on ne voulait pas pour elle. Parce qu'ici, au Pays Basque, on vit vraiment au pays des bisounours. Et elles ne sont pas formatées pour... C'est devenu dur quand même, la vie à Paris. Oui. Elles n'ont pas... On vit dans un espace-temps particulier ici. Se catapulter à Paris, c'est hyper hardcore. Ça aurait été compliqué pour elles. Et on ne voulait pas de ça pour elles. Nous, on n'aime plus trop Paris en plus, donc on n'avait pas envie de nos filles dans une ville qu'on n'aime plus trop actuellement. Vous y avez vécu pendant des années. On y a vécu longtemps. Ouais. Et puis Bordeaux, c'est à 2 heures. Il y a plein d'écoles. Ça permet d'avoir les 2 filles dans la même ville, c'est-à-dire que pour les allers-retours. Après, on était naïfs, on croyait qu'on allait y aller 12 fois par an, les voir et tout. En fait, pas du tout. Mais c'est vrai on s'était dit, on regroupe tout à Bordeaux parce que en province, tu quittes la maison très tôt. Oui. Elles ont 17 ans quand elles partent. C'est très jeune et il y a tout un apprentissage de la vie solo à faire qui est déjà compliqué. C'est-à-dire qu'au-delà d'aller vivre loin de chez tes parents ou à l'étranger où tu dois vraiment apprendre plein d'autres choses, il y a déjà à apprendre à faire ses courses, faire sa bouffe, payer son loyer, rentrer seul chez soi et quand tu as un coup de blues, assumer d'être seul chez toi. Il y a tout un apprentissage de petites choses simples à faire que je trouve plus cool de faire à 2 heures de chez tes parents pour pouvoir rentrer le week-end si tu as besoin, que Louloute, elle voulait partir au Canada à la base. Je lui ai dit, Doudou, dans 2-3 ans, yes, ok, tu vois, plus tard, mais les premières années... Une soupape un peu, c'est ça Ouais, fais ton apprentissage de l'indépendance tranquillement, surtout que nous, on est des parents poules, donc on les a pas archi formés pour tout ça. Et tu vois, c'est bien qu'elles aient le temps, en sécurité, dans une ville qui est cool, qui est vraiment tranquille, de s'approprier tous ces codes de la vie d'adulte, tranquille. Et quand elles seront vraiment autonomes et qu'elles, au bout d'un an où tu as pris tes billets de train, où tu as géré tes vacances, tes machins, tes trucs, oui, ok, tu peux passer à l'étape d'après et envisager de partir plus loin, tu vois. Mais moi, j'avais pas envie qu'elles soient catapultées violemment ailleurs et qu'il y ait un regret, une peur. Et puis, j'avais pas envie de pas pouvoir me pointer si elles sont malades. Maman arrive avec un panier. Non, j'exagère, mais tu vois, je voulais que ce soit facile pour tout le monde de faire cet apprentissage-là. Voilà, 17 ans, c'est jeune. Maman arrive. Genre, je fantasmais ce truc-là. C'est vrai. Même avec ma belle-fille, je m'étais dit, une fois par mois, je vais me pointer chez elle, ne serait-ce que pour une journée à Bordeaux avec un panier de produits du marché et tout. Tu parles, ça n'est jamais arrivé. La nana est très bien dans sa vie. Elle n'a absolument pas besoin de mes tomates du marché. Il y a pas de... Est-ce qu'elle te les a déjà demandées même? Oui, une fois. Elle m'a demandé de lui acheter un fromage de brebis du marché. Oui. Donc là, j'étais trop contente. Je servais à nouveau à quelque chose. Tu vois. Parce que c'est ça aussi le drame, c'est que tu t'as servi, entre guillemets, pendant toutes ces années, tu as été utile, et d'un coup d'un seul, c'est terrible parce que tu es obligé de te réinventer une vie pour ta pomme. Ouais. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, quoi. T'appréhendes un peu ça? Non, j'appréhende pas du tout parce qu'en fait, j'ai mis tellement de choses un peu sous le tapis en attendant d'avoir l'espace et le temps pour les vivre que je sais que je vais récupérer de l'espace pour moi. Quoi comme chose, par exemple? Mais des trucs aussi bêtes que faire un stage de céramique pour faire mes bols au village d'à côté, tu vois, ou pouvoir me dire, voilà, je pars en rando 2 jours à tel endroit. J'ai été hyper impliquée dans ma vie de maman tout le temps que j'ai eu mes filles à la maison, parce que c'était ma priorité, que c'était une expérience que je savais que je vivrais
qu'une fois, vu que j'ai qu'un enfant à moi. Et je voulais avoir aucun regret et à aucun moment me dire mince, j'ai loupé ça. Donc j'ai tout mis dedans. Et maintenant que c'est fait et que j'ai l'impression que ça a été bien fait et qu'en fait Louloute elle a tout ce qu'il lui faut, c'est bon, je vais pouvoir récupérer tellement de temps pour moi, pour mon couple, tu vois, et puis ne serait-ce que ne plus avoir ces horaires d'école, quoi, où moi je me lève tous les matins à 6h30 pour l'emmener au lycée. C'est terminé, tu te rends compte? Ah, tu te lèves tous les matins pour l'emmener au lycée? Ouais, parce qu'on n'a pas de bus qui va au lycée d'ici et je voulais pas qu'elle ait de scooter. Donc je l'emmène. Ce qui a été génial, hein, c'est les trajets pour aller à l'école. C'est des petits moments de discussion trop bien. Mais je vais récupérer du sommeil. Je vais être de meilleure humeur. Je vais rajeunir. Tu vois, il va se passer des trucs un peu fantastiques comme ça. Est-ce que tu as une bucket list de le premier jour du reste de ma vie à partir du mois de septembre? Non, parce que je me connais, je change d'avis tout le temps. Donc j'ai essayé de faire des trucs comme ça et en fait, je suis très... je suis comme une graine de pissenlit, tu sais, je suis dans le vent, je me balade et je change d'avis tous les 2 jours. Donc, je sais juste que c'est sûr, je vais avoir du temps pour faire des choses. Et Paco se fout de ma gueule parce qu'il me dit oui, c'est ça, bien sûr, tu vas voir. Tu vas réorganiser ta vie différemment et tu n'auras toujours pas le temps de faire ton stage de céramique. Mais t'es sûr de ça? Non. On verra en septembre. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, Margot, dont tu aurais aimé parler en rapport avec la maternité? Putain, j'ai voulu faire des blagues, mais il n'y en a aucune qui est venue. C'était... Ah bon? Ouais. Je me suis dit, là, c'est vraiment le moment. Non, je crois pas. Maintenant, j'ai hâte d'être grand-mère. Ah oui? Voilà, c'est tout. Tu m'as pas parlé des grands-mères. C'est important, les grands-mères. D'ores et déjà. Bah, t'as vu, elle en parlait au déjeuner. Ma fille, elle sait qu'elle veut des enfants. Donc, je sais aussi que à un moment donné... Et pourquoi c'est important pour toi? Parce que ça va être trop cool. Parce que ça va être trop génial. Ce sera une prochaine étape où, à nouveau, des petits vont arriver dans ma vie. Et je vais pouvoir à nouveau faire... En fait, je suis quelqu'un... moi, mon kiff, c'est de prendre soin. C'est vraiment mon langage de l'amour, c'est prendre soin. Et là, savoir que j'ai des petits qui vont arriver, dont je vais pouvoir prendre soin, avec qui je vais jardiner, avec qui je vais aller me balader, faire plein de trucs, ça me fait plaisir. Ça me fait envisager les années qui viennent, tu vois. Sans pression pour ma fille, hein. Si elle a pas d'enfant, elle a pas d'enfant, mais elle aura des enfants. C'est le truc horrible. Mais ouais, non, c'est semi pour déconner que je te dis ça, mais c'est vrai que un des trucs qui m'a permis aussi de lâcher ma fille dans sa vie d'adulte, c'est de me dire, bah, un jour, elle va revenir avec des petits et ça sera génial, quoi. Un peu le cercle de la vie, quoi. Ouais, je suis très là-dedans. Ok. Le cycle éternel, le cycle des saisons. Ouais, tu vois, tout à l'heure. Cycle des saisons. Et la saison de grand-mère, c'est une saison que... c'est pas que je l'envisage, je l'ai pas préparée, c'est dans longtemps. Mais quand j'y pense, elle est là comme un nuage et je me dis, waouh, ça va être trop cool. Et je sais que Paco, pareil. Donc, Et tu sais ou tu sens que tu vas réussir à résister, à lui mettre la pression? Ah oui. Tu sais, les fameuses questions à la con. Ouais. Alors, c'est pour quand? Non, ça n'a aucun problème. Oui. On n'est pas là-dedans avec Paco. Et quand il y a un des deux parents qui le fait, il y a l'autre qui lui rappelle gentiment à l'ordre que là, ça va bien. Donc, je sais que ça... j'ai jamais fait ce genre de truc et je sais que je le ferai pas. Mais juste, ça sera mon rêve de famille nombreuse et de grande tablée, il va se faire là, en fait. Allez. Et ça se trouve pas du tout. Tu sais, elle aura un enfant. Mais ouais, non, parce que là, elle disait au moins 3. Elle aimerait bien en avoir 2-3. Mais bon, je voulais ça aussi. Hein. On verra aussi quels sont les plans de la vie pour elle. Merci Margot. Avec grand plaisir. Merci à toi, Fabrice. Bon, je mettrai tous les liens. Vous pouvez aller suivre Margot sur Instagram. T'es sur TikTok, toi? Non. T'es pas sur TikTok. Si, j'y suis, mais je fais rien. Je regarde des TikTok. Tu postes très régulièrement sur Insta, tu postes plein de trucs. Et puis je vous mettrai des liens aussi pour aller acheter tes PD parce qu'après tout... avec grand plaisir. Ils sont super, le printemps suivant, c'est kiffé, quoi. Ouais, t'as aimé? Bah oui, bien sûr. Trop cool. Quel bonheur. C'était trop bien, merci bien. Merci à toi. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.